Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGLIM Assurance. Nous allons parler de PSC, de multi-équipement et de pilotage technique. On y va ? Pour ce nouvel épisode, nous recevons Julien Bramy, vous êtes directeur général d'Agrica, et Catherine Abivin, vous êtes présidente de CGLIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer avec une question sur les résultats. Comment ça s'est passé l'année 2023 pour Agrica ? Eh bien, 2023 a été une très belle année pour Agrica parce que ça a été une année de croissance de chiffre d'affaires, une année de rétablissement du résultat net, une année de croissance de la solvabilité aussi, avec plus de 14 points de solvabilité en plus, et puis enfin une année de premiers résultats et de premiers gains d'appel d'offres très importants pour nous. À la fin de l'année en agroalimentaire, l'appel d'offres de LDC, et puis au tout début de l'année, une branche qui est importante, qui est une branche historique chez Agrica, la branche du paysage. Vous avez été reconduit en tant qu'organisme assureur ? C'était un appel d'offres, une reconduction pour 5 ans sur toute la partie non cadre du paysage, c'est-à-dire les paysagistes et les entreprises du paysage. En tant qu'assureur santé et prévoyance ? Santé et prévoyance. Ok, très bien. Maintenant, on va parler aussi de l'évolution du chiffre d'affaires. Vous avez remporté un appel d'offres important, celui du ministère de l'Agriculture. Nous l'avons annoncé sur News Assurance Pro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cet appel d'offres qui est nouveau pour vous dans la fonction publique ? Bien sûr. D'abord, effectivement, à aujourd'hui, nous avons reçu ce qui s'appelle techniquement une information d'attribution provisoire, mais nous sommes extrêmement heureux d'avoir effectivement remporté cet appel d'offres. C'est un consortium que nous avons construit d'abord avec nos partenaires Groupama et Crédit Agricole qui sont très proches de la gouvernance d'Agrica, et nous avions à cœur de faire une proposition agricole pour le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ça nous semblait important de répondre présent à ce rendez-vous. Ensuite, nous avons choisi d'associer Mercer pour apporter une offre de qualité, pour apporter une offre digitale, une offre pertinente, une offre innovante à l'ensemble des services du ministère et des entreprises et des services affiliés au ministère. En qualité de gestionnaire ? Tout à fait. Vous avez remporté cet appel d'offres. Est-ce que c'était dur dans la phase finale? Si j'ai cru bien comprendre, il y avait Alan également et Harmonie Mutuelle. C'est ce que nous avons aussi compris, sans en avoir eu l'information directe à aucun moment. Dur, je ne sais pas. On était très concentrés sur la proposition que l'on souhaitait faire, les plus-values, la valeur ajoutée que l'on souhaitait apporter au ministère. Et je crois qu'effectivement, nous avons répondu de la bonne façon à ce qui était important pour le ministère. Accompagner les agents, accompagner les services RH, des services modernes, des services efficaces. On parle de combien d'agents ? On parle de 42 000 agents, de leurs ayants droit, et comme les PSC, c'est aussi ouvert aux retraités du ministère. Est-ce que ça vous a donné envie de répondre à d'autres appels d'offres sur la fonction publique ? Ça pourrait me donner envie. Effectivement, c'est des moments assez passionnants. Pour autant, on s'appelle Agrica et on a une stratégie extrêmement claire de légitimité, de marché légitime. Et pour le synthétiser, c'est vraiment ce qui s'appelle parfois de la fourche à la fourchette, de l'amont de la production agricole jusqu'à l'aval. Donc ça peut aller des semenciers aux exploitants agricoles jusqu'à l'agroalimentaire. Et je crois que c'est important pour nous de rester clair sur notre proposition agricole agroalimentaire. Ok, donc ça veut dire oui ou non sur Ça veut dire typiquement pas l'éducation, pas la défense qui est déjà passée. Je crois qu'effectivement, il y aura peu d'autres occasions dans la fonction publique qui répondront à cette définition. Catherine Abivin, on voit que des acteurs positionnés sur l'assurance collective sont très appétents sur la réforme de la PSC. Pourtant, les chantiers informatiques sont énormes. Quels sont les principaux écueils sur cette réforme ?
Alors, au moment de la mise en place des contrats, essentiellement, on l'évoque pour l'agriculture, sur la fonction publique d'État, des dizaines de milliers de fonctionnaires. Sur d'autres ministères, sur la défense par exemple, ce sont plutôt des centaines de milliers. Sur l'éducation nationale qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est encore plus. Et donc, une des clés, c'est de gérer les affiliations qui vont devoir être réalisées dans un temps très court. Et l'un des mots-clés que Julien a cité, c'est le digital, c'est la digitalisation et l'obligation pour les gestionnaires de pouvoir faire ces affiliations dans un format complètement digital, puisque les fonctionnaires vont devoir venir renseigner des informations, renseigner leurs ayants droit, éventuellement choisir des options. Donc sur la fonction publique d'État, c'est vraiment le sujet important des affiliations. Sur les autres fonctions publiques, sur la fonction publique territoriale par exemple, là on sera sur plutôt beaucoup de contrats collectifs et donc là le sujet clé sera plutôt au niveau de la distribution, de la souscription où il faudra être efficace et aussi bien sûr de manière digitale. Quant à la fonction publique hospitalière, on ne sait pas encore très bien s'il va y avoir un seul contrat, ce que semble pousser la DGOS, ou s'il va y avoir une foultitude de contrats collectifs, mais on sera dans l'une ou l'autre des situations précitées, donc il faudra s'adapter au moment venu. Mais le digital reste effectivement le maître mot. Alors, Agricas est un acteur paritaire et très implanté dans le monde agricole, vous l'avez dit. Vous êtes partenaire des branches, de ces secteurs, mais quelles sont vos marges de développement à l'intérieur de ces branches ? Comme je commençais à le préciser, effectivement, on est d'une certaine manière obligé par notre nom, mais Agricas est un nom qui porte beaucoup plus loin et beaucoup plus large que simplement l'univers strictement agricole, des exploitations agricoles. Et vraiment, on peut être légitime et agir légitimement avec pertinence et en connaissant nos cibles, en allant depuis les semenciers, depuis les entrepreneurs du territoire, depuis les paysagistes, jusqu'à l'agroalimentaire et depuis récemment jusqu'au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est important pour nous de rester dans l'univers où on est pertinent et où on est légitime. Et pour ça, encore une fois, notre nom est un guide qui est extrêmement précieux et qui, je crois aussi, donne du sens à nos collaborateurs. C'est-à-dire que quand on travaille chez Agrica, on sait assez naturellement pour quels assurés, pour quelles branches, pour quelles professions on se démènera pour trouver des solutions efficaces et pertinentes. Alors aujourd'hui, vous êtes positionné sur la santé et la prévoyance, mais est-ce que vous avez des ambitions de multi-équipement ? Alors aujourd'hui, on est sur la santé, sur la prévoyance, mais aussi sur la retraite supplémentaire. On a 2 régimes de retraite supplémentaire assez importants qui ensemble font un peu plus de 5 milliards d'euros d'encours. Évidemment, aujourd'hui, on se pose des questions et on étudie nos capacités à aller faire ce qu'on pourrait appeler du cross-sell, de l'upsell. On assure par exemple les salariés des exploitants agricoles, on pourrait se poser la question des TNS. Et comme on est en ce moment dans une démarche de réflexion stratégique, c'est le type de sujet qu'on étudie. Très bien. Quel regard portez-vous, Catherine Alivin, sur ces stratégies de multi-équipement dans des groupes paritaires ? Historiquement, les groupes paritaires, pour assurer leur croissance, mais aussi pour se diversifier d'un point de vue risque et donc améliorer leur solvabilité, se sont diversifiés effectivement sur l'épargne retraite depuis de nombreuses années. Alors certains dans le cadre de partenariats, de rachats, beaucoup moins de manière ex nihilo, mais quand on est sur une branche professionnelle, qu'on connaît bien la population, effectivement se développer directement ex nihilo est quelque chose qui pour moi a complètement du sens. Et puis les groupes de protection sociale gèrent la retraite Agirc-Arrco depuis l'après-guerre et donc ils ont aussi cette compétence globale sur la retraite qui assure leur légitimité sur la retraite collective, l'épargne retraite. Les diversifications sur l'IARD, par exemple, ont, me semble-t-il, été moins fructueuses, même si un GPS a annoncé il y a quelques mois ou 1 ou 2 ans de refaire un partenariat avec un groupe en yard bien implanté. Donc voilà, peut-être une deuxième chance en la matière. Mais c'est surtout, je pense, sur l'épargne retraite que la diversification est pertinente. L'IARD, ça ne vous intéresse pas chez Agrica ? Non, je vais complètement confirmer les propos de Catherine en disant que, vu d'Agrica, notre enjeu, c'est bien l'assurance de personnes. C'est la continuité avec ce qu'on appelle la protection sociale complémentaire, qui va de la retraite complémentaire, la santé, la prévoyance et la retraite supplémentaire.
c'est là où on est pertinent, c'est là où on apporte de la valeur, c'est là aussi où nos partenaires sociaux, qui sont quand même à la base de la création de nos institutions, sont légitimes et pertinents. Alors Julien Bramy, un des défis d'Agrica, c'est d'aller chercher entreprise par entreprise, toutes les entreprises de la branche où vous êtes présent. Vous avez parlé de digitalisation. Est-ce que vous avez fait beaucoup de progrès en la matière ? Nous avons fait beaucoup de progrès et le chemin reste encore à parcourir. Sur les 2 dernières années, nous avons, suite à un accord des partenaires sociaux, développé la retraite supplémentaire non cadre de la partie production agricole et paysage notamment. Ça représente environ 70 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est très important. C'est 70 000 entreprises de mémoire. Et donc là, effectivement, il y a tout un processus d'adhésion et d'affiliation qui est extrêmement important. Et puis ensuite, de mise en place de DSN, d'homologation, tout ce qui vient caractériser notre activité de branche et de collectif. Et donc, nous avons digitalisé une bonne partie, mais nous avons encore quelques progrès à faire et ça fait bien partie de notre plan de transformation. Est-ce que les entreprises passent par ces canaux digitaux pour des souscriptions? Ou est-ce que vous avez besoin de les appeler? Ou est-ce que vous avez un plateau téléphonique encore très actif? Alors, sur la première partie, on a eu un plateau téléphonique très actif et effectivement, on a vraiment fait ce qui s'appelle maintenant du phygital, c'est-à-dire combiner le téléphone et les formulaires disponibles directement sur le web. Parce que c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est en tenant la main de notre client jusqu'à la conclusion de l'acte que ça fonctionne le mieux. On a une particularité quand même dans ces entreprises agricoles, c'est que pour la plupart, elles sont très petites. 80% d'entre elles ont moins de 5 salariés. Et donc, 80% d'entre elles encore délèguent ce type d'action à ce qu'on appelle des tiers déclarants, c'est-à-dire souvent des experts comptables. Et donc, effectivement, il faut qu'on sache s'adapter à traiter ce type de sujet, soit directement avec le client, soit avec son mandataire, le tiers déclarant. Alors Catherine Abivin, quel regard portez-vous sur l'utilisation par les clients de tous ces outils digitaux qui sont à disposition? Est-ce que leur taux d'utilisation a évolué ces dernières années? Alors, de la part des assurés, oui, heureusement, le taux s'améliore. Il est assez variable en fonction notamment de l'activité des salariés des entreprises. Nous, on peut l'observer dans différentes branches professionnelles. Notamment dans la branche de l'assurance et dans la branche du transport. Vous ne serez pas surpris que dans l'assurance, le taux d'utilisation est beaucoup plus élevé que dans le transport. J'ai tendance à dire que parce que les salariés sont toute la journée déjà derrière un ordinateur et donc pour rester politiquement correct, ils utilisent leur pause pour consulter leur espace digital. C'est un peu plus compliqué quand ils sont derrière un volant. Et la pratique, eh bien, il faut encore la pousser plus loin. Et pour ça, il faut probablement aller le plus possible jusqu'à la suppression du papier pour obliger les salariés à aller sur leurs espaces, ou les fonctionnaires demain à aller sur leurs espaces, à se connecter, leur offrir aussi sur ces espaces des choses à plus forte valeur ajoutée, comme des simulations de remboursement, par exemple, pour les pousser à y aller. Et puis, dans le cadre de la PSC que j'évoquais tout à l'heure, je pense que dès lors qu'on va les obliger à y aller pour l'affiliation, derrière, ils auront mis un pied à l'étrier et ils seront plus appétents pour y aller également lors de la vie du contrat. Vous êtes pour la suppression papier, Julien Bramy? J'adorerais, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a une partie des salariés qui ne sont pas derrière un ordinateur. On a des salariés qui sont derrière un tracteur ou au volant d'un tracteur. On a des salariés qui utilisent des machines. On a des salariés qui sont dans des étables. Et donc, en particulier dans l'univers agricole, parce que c'est un secteur primaire, on a beaucoup de salariés qui n'ont pas d'ordinateur professionnel. Et donc qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'ordinateur personnel, parce que dans l'univers agricole, même si moi j'ai été extrêmement fier en arrivant chez Agrica de constater qu'on a des salariés cadres et non cadres qui sont assurés en santé, en prévoyance et en retraite supplémentaire, pour une branche qui n'est pas si riche, moi je trouve que c'est quand même un très beau succès des partenaires sociaux, et ben on a beaucoup de salariés qui n'ont pas forcément tous les moyens digitaux que l'on connaît aujourd'hui, et donc il faut savoir les accompagner et savoir répondre tout de même à l'écrasante majorité qui est bien dans ce mouvement-là, et puis quand même aussi à une part significative de cette population qui souhaite faire autrement. On va parler maintenant de pilotage des contrats. Alors, un des sujets de transformation, c'est l'amélioration des outils pour piloter les contrats collectifs dans un contexte d'augmentation croissante des prestations.
Voilà. Où en êtes-vous aujourd'hui, Julien Bramy? Est-ce que c'est un chantier important pour vous? C'est un chantier crucial parce que, effectivement, l'essence même du métier de prévoyance collective, c'est bien le pilotage en collaboration avec les partenaires sociaux. Et si on veut bien piloter, si on veut bien informer nos partenaires sociaux, il faut avoir une donnée de qualité. Ça fait depuis déjà quelques années que nous bâtissons une data platform chez Agrica qui progressivement nous permet d'avoir des reportings de plus en plus précis et donc d'avoir un dialogue qui est plus riche avec les partenaires sociaux. Pour vous aussi, Catherine, est-ce que les outils que vous mettez à disposition des assureurs, de vos partenaires, ont évolué dans la façon de présenter ces évolutions techniques, ce pilotage technique? Les outils, déjà, ils sont beaucoup plus utilisés. Précédemment, ils étaient utilisés essentiellement une fois par an. Aujourd'hui, beaucoup plus régulièrement pour bien suivre l'évolution des prestations santé et les clients sont demandeurs. Donc, il faut que tout soit automatisé en push-bouton. Et effectivement, c'est bien de construire des nouveaux outils qui répondent à ces contraintes parce qu'il y a encore aujourd'hui des assureurs ou des gestionnaires qui réalisent des comptes de résultats en compilant des fichiers. Donc ça, c'est quand même important d'automatiser. Ensuite, ce qui est également nouveau et demandé, c'est de pouvoir faire dans ces outils des simulations de changement de garantie. C'est-à-dire regarder, toutes choses égales par ailleurs, l'impact quand on rajoute une franchise, quand on met une limite sur une garantie, pour voir quel impact ça va avoir sur les prestations. Et c'est assez fondamental. Et s'agissant de l'évolution des pratiques, ce qui est quand même assez nouveau depuis 2-3 ans, c'est que, notamment dans les branches professionnelles, précédemment, les assureurs étaient peu appétents à résilier de leur fait les couvertures des branches professionnelles, et que ça, c'est aussi nouveau, puisque aujourd'hui, certains n'hésitent plus, quand ils n'arrivent pas à redresser la situation, à trouver un accord avec les partenaires sociaux, à résilier des contrats en s'appuyant sur les résultats qui sont produits par ces outils. Donc les pratiques aussi évoluent et donc les outils doivent s'y adapter. Qu'est-ce que vous en pensez de la sortie de certains, pour ne pas les citer, Malakoff Humanis, AG2R, sur ces... Comme ça, ils sont cités. Je pense qu'on a des situations très différentes. Moi, j'ai la chance, parce que je considère que c'est une chance d'être à la tête d'un GPS qui a gardé l'entièreté de son ADN affinitaire. Donc c'est un GPS qui a été bâti par et pour les partenaires sociaux. Donc pour moi, résilier une branche, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai l'obligation de trouver des solutions avec les partenaires sociaux pour remettre à l'équilibre. Et c'est bien ce qu'on fait. Voilà, on a quasiment conclu là, une grande campagne de redressement sur une des institutions de prévoyance du groupe. Et ça s'est fait main dans la main avec les institutions, avec les partenaires sociaux. Alors, ce n'est pas facile. C'est là que d'ailleurs la data est importante parce que les partenaires sociaux sont toujours prêts à faire les efforts nécessaires, mais ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin de ne pas avoir de doute. Et donc voilà, il nous faut la data, il nous faut être capable d'expliquer ce qu'il s'est passé en 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a dérivé. Et à partir de ce moment-là, que ce soit en agissant sur les cotisations, en agissant sur les garanties ou en agissant sur la prévention, on trouve des solutions. Et alors, selon vous, faut-il plutôt agir sur la cotisation ou sur les garanties? Qu'est-ce que vous recommandez? Pour moi, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du positionnement du régime. Si vous avez un régime qui, historiquement, a été très généreux et paraît peut-être même en décalage aujourd'hui avec les pratiques, peut-être que ça vaut le coup d'abaisser un peu les garanties. Si vous avez, par contre, un dispositif qui a historiquement des primes très basses, et on en a eu quelques-uns avec des garanties, ma foi, normales, et ben, en réalité, il y a souvent la capacité à augmenter de 5-10 points une cotisation pour remettre un contrat à l'équilibre. L'année dernière, il y a eu une forte révalorisation des cotisations. Quelle est la tendance en ce début d'année 2024? Est-ce que les prestations continuent à augmenter? Et notamment, j'ai vu, est-ce que vous avez constaté un ralentissement en prévoyance? Alors, autant sur la santé, c'est facile de regarder les chiffres parce que la data est plus propre et plus facile qu'en prévoyance. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit sur le début de l'année, c'est qu'il n'y a pas d'inversion de tendance. Donc les chiffres que vous avez vus sur 2023, on continue de voir à peu près la même chose en 2024. Alors, est-ce que ça se produira jusqu'à la fin de l'année? J'en sais rien. Mais pour le moment, on n'a pas de rupture de tendance. Sur la prévoyance, là, on est beaucoup plus prudent.
La prévoyance, on a vu, c'est beaucoup déformé. Il y a une histoire d'âge moyen, de vieillissement de la population. Il y a des catégories d'âge qui ont vu leur sinistralité changer fondamentalement. Il semble que globalement, il y ait une sinistralité qui ralentisse un petit peu, mais il est encore un tout petit peu tôt pour en tirer des conclusions. Et vous, Catherine, est-ce que vous pensez que les stratégies des assureurs pour contenir cette évolution des prestations ont porté leurs fruits? On a l'impression que non, parce que les prestations augmentent beaucoup, mais je pense que ça aurait été bien pire si les assureurs n'avaient rien fait. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de rajouts, de limites, de franchises, de carences sur les garanties depuis quelques années. Donc ça contribue à maîtriser l'évolution des prestations. La prévention, Julien l'a cité, même si la prévention, elle a du mal à être très ciblée, puisqu'on ne peut pas cibler suffisamment individuellement la prévention. Donc du coup, en arrosant large, le retour sur investissement, il est long. En plus, la prévention, c'est plutôt du moyen terme, long terme, mais il faut en faire. Et puis, il y a également la lutte contre la fraude, quand même, qui peut avoir aussi des impacts, même si la fraude continue de se perfectionner, enfin, les fraudeurs continuent d'inventer des nouvelles méthodes, et donc on court un peu après le temps. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que les complémentaires santé ont l'air de s'être aussi un peu accordés récemment sur le fait que le contrat responsable, le minimum de contrat responsable, est peut-être un peu généreux sur certaines garanties et que donc il faudrait peut-être revoir à la baisse, notamment sur les médicaments à service médical faible ou modéré, que les complémentaires santé ne remboursent plus ces médicaments, ou encore sur le renouvellement des lunettes, qu'elles ne soient possibles que tous les 3 ans et non plus tous les 2 ans. Voilà, en tout cas des éléments complémentaires pour tenter de freiner plutôt les prestations plutôt que de seulement augmenter les cotisations. Il faut faire un peu des deux. Mais... Dernière question pour vous, donc Julien Bramy, qu'est-ce que vous en pensez de ces pistes de maîtrise du risque? C'est des pistes très importantes parce qu'on n'a pas le choix. Je pense que c'est attendu par l'ensemble finalement des parties prenantes qu'il y ait une maîtrise du risque. Mais au-delà de cette maîtrise du risque, en fait, il faut, quand on est en prévoyance collective, quand on est en assurance de branche, il faut qu'on soit quand même au plus proche de nos bénéficiaires et il faut qu'on soit capable d'adresser leurs problématiques. Et effectivement, la capacité à accepter un ticket modérateur, une carence d'un cadre supérieur, n'est encore une fois pas du tout la même que la capacité d'un ouvrier agricole. Voilà. Et je crois que dans un GPS, il faut qu'on soit attentif à ces différences. Merci beaucoup Catherine Abivin et Julien Bramy pour cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.